Bonjour à tous, bienvenue dans le ZCL de ce lundi 22 février. Bonjour Jessie. Bonjour Danick et bonjour à tous. Bon week-end? Oui, bon week-end. Ça va? Bon, parfait. Bien, aujourd'hui, la barque est chargée comme tous les lundis. On va recevoir tout à l'heure M. Rosan Mounier. Bonjour. Bonjour. Rosan Mounier qui nous parlera de l'autosuffisance alimentaire. C'est quelque chose de très important dans un pays où souvent les gens demandent quand nous que manger si demain la France la guénou. On recevra aussi Barthélémy Faujas qui est cinéaste dans le cadre du FEMI, le FEMI qui a débuté vendredi dernier. Vous le savez, vous y étiez, Jessie? Oui. Dis un petit mot peut-être. Le film était intéressant, le film chinois? Oui, un film chinois réalisé donc par le producteur français Philippe Muil. Oui. Et c'était très intéressant. Ça vous a plu? Voilà. Bien. On recevra aussi Firmin Richard, qui est comédienne guadeloupéenne, qui sera dans quelques semaines, en tout cas en Guadeloupe, pour un spectacle qui s'appelle Gospel sur la colline. Et puis nous aurons Laura Mann. Laura Mann, c'est une Guadeloupéenne qui a rédigé une chronologie de l'histoire de la Guadeloupe. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de mars 67 et de mai 67 avec elle. On fera tout à l'heure le point sur tout ça. Sinon, j'ai si l'actualité est chargée aussi aujourd'hui. Oui, plutôt douce mais chargée comme d'habitude. Alors aujourd'hui dans l'actualité, Fanny et Ambre, ce sont les prénoms des deux jeunes femmes qui représenteront la Guadeloupe lors de la 26e édition du féminin qui se déroulera donc du 23 au 31 mars dans le désert du Maroc. Et l'association Les Cuisinières de la Guadeloupe fête ses centenaires cette année. Pour célébrer l'événement, l'association vous convie au centre culturel Rémy Nassouta à Pointe-à-Pitre pour une exposition retraçant toute leur histoire. Et enfin, samedi dernier, donc l'association Contre le silence et l'oubli organisait un point d'information à Pointe-à-Pitre, donc dans le but de présenter leur association et récolter des fonds, préserver le patrimoine historique de la Guadeloupe. On le rappelle, c'est la mission principale de l'association. Mais tout à l'heure, on va développer tout cela avec vous, Jessie. Je vous l'ai dit, on reçoit Rosan Mounier, je le présente quand même pour les gens qui ne le savent pas. Il a été syndicaliste, secrétaire général de l'UGTG, donc l'un des fondateurs même de cette organisation. Aujourd'hui, Rosan Mounier est un observateur critique, on peut dire, de la situation économique, sociale et politique de la Guadeloupe. C'est à ce titre-là que de temps à autre, nous faisons venir ici au moins une fois par mois, si on pouvait même faire 2 fois par mois, ce serait pas plus mal, pour décrypter un petit peu la réalité de notre pays. Alors, Rosan, bonjour encore, et on a choisi de parler de l'autosuffisance alimentaire parce que souvent les gens, les Guadeloupéens se posent la question, si bateau n'a pas arrivé demain, est-ce que nous pouvons manger? Ah oui, c'est une question qui est essentielle puisque il y a une vraie menace. Une vraie menace, je dirais, sur le patrimoine génétique à la fois animal et végétal de la Guadeloupe, puisque nous constatons que beaucoup de variétés, beaucoup d'espèces sont en voie de disparition et que les espèces qui nous ont été proposées, il y a à peu près 30-40 ans par exemple, il y a une crise des agrumes en ce moment. Oui, la disparition complète des agrumes. Les citrons, une maladie voilà. Qui a effectivement... On a substitué le citron créole, il a été remplacé par la lime tahitienne. Oui. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe. Oui. Et qu'est-ce qu'on nous propose en remplacement? Eh bien, ce sont des citrons, des limes qui viennent de Corse. Carrément. Carrément. Donc, on voit très bien que, soi-disant, on introduit des espèces qui sont plus productives, mais qui sont traitées avec beaucoup d'intrants, qui produisent des résultats spectaculaires, mais en termes de qualité, qui sont médiocres et qui ne sont pas nécessairement bonnes pour l'alimentation. Donc, on a cette vraie menace. Par ailleurs, notre gros problème aujourd'hui, c'est que, quelles que soient les espèces végétales, qu'il s'agisse des ignames, des giromons, etc., on constate de plus en plus on nous propose des variétés hybrides, quand ce ne sont pas des variétés qui sont génétiquement modifiées. Oui. Autrement dit, on a un véritable risque de voir disparaître pratiquement toutes les espèces endogènes du fait même de la mainmise des firmes telles que Monsanto, oui, qui contrôlent complètement toutes les semences. Donc la question de l'autosuffisance, et je dirais même de la souveraineté alimentaire, à mon sens, est une question stratégique. La Guadeloupe a les moyens
de pouvoir se suffire à elle-même en termes alimentaires, faudrait-il encore que nous puissions engager un vrai combat dans ce sens pour faire en sorte que les espèces endogènes soient protégées. On a vu par exemple la disparition programmée du porc créole. Oui. On a vu la disparition programmée de la vache créole. Aujourd'hui, évidemment, un certain nombre de chercheurs et de producteurs s'attellent à la tâche pour faire en sorte que ces espèces-là redeviennent productives sur le marché. Mais là, c'est un véritable problème de fond. C'est un problème politique, puisque le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que les espèces endogènes, pour se perpétrer, doivent faire l'objet d'études et de recherches approfondies. Or, les programmes de recherche sont financés par qui? Les programmes de recherche ne sont pas financés par l'État. Les programmes de recherche sont financés par les firmes. Et les firmes, qu'est-ce qu'elles recherchent? Évidemment, le profit. C'est les profits. Ensuite, on a de plus en plus de maladies, on a de plus en plus de problèmes que l'on rencontre. Par exemple, on a vu le problème de la fourmi manioc, qui est véritablement un fléau aujourd'hui. Cette fourmi manioc, des chercheurs guadeloupéens ont travaillé sur ça. Mais quand ils sont arrivés à leur conclusion, il fallait évidemment passer à la phase industrielle. Aucune collectivité n'a accepté de financer. Résultat, les travaux qui ont été faits par des chercheurs guadeloupéens vont être vulgarisés et exploités par des firmes multinationales telles que Bayer. Et le résultat, c'est que nous n'aurons pas accès véritablement à ces traitements-là à des prix qui pourraient nous permettre de faire face. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les molécules qui permettent de traiter la fourmi manioc sont des molécules qui, à base de chlordécone. Et actuellement, soi-disant, c'est interdit, mais clandestinement, avec la complicité des services vétérinaires, des services français, on voit apparaître sur le marché un produit chinois qui traite la fourmi manioc. Alors que tout le monde sait que ce produit-là, c'est un poison. Donc il y a un véritable risque sur la sécurité alimentaire de la population, et c'est pour ça que nous disons qu'il faut précisément qu'il y ait une mobilisation paysanne autour de cette question pour produire mieux, produire qualité, produire quantité, de manière à ce que nous puissions nourrir notre population avec des produits qui sont nutritifs. Alors, quand vous dites aux Amouniens qu'on a la possibilité de l'autosuffisance alimentaire en Guadeloupe, ça veut dire qu'en termes de production et en termes d'exploitation, il y a de quoi, et même aussi en termes de paysannerie, est-ce qu'on a suffisamment d'agriculteurs, de gens qui sont aujourd'hui intéressés à la production pour notre assiette, on va dire, pour notre assiette? Nous avons aujourd'hui une classe paysanne qui développe une agriculture, puisque notre agriculture, c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de céréales, mais nous avons beaucoup de protéines. Nous avons beaucoup de protéines qui sont la base de l'alimentation, et des protéines végétales qui peuvent supplanter très largement les protéines animales, dans tous les poids dont nous disposons, etc. Bon. Ensuite, nous avons toutes les racines, les ignames, les patates, etc., qui ont des indices glycémiques assez bas, et qui sont même... Plus basse que la pomme de terre, je tiens à préciser. Bien entendu, et que les autres céréales, telles que le riz, le blé, etc. Donc, on a cette base alimentaire. Ensuite, nous avons une nature qui est généreuse. Il nous reste à maîtriser un certain nombre de questions qui sont essentielles, dont la principale est la question de l'hydraulique agricole. Parce que sans la maîtrise de l'hydraulique agricole, il est évident que nous ne pourrons pas développer notre agriculture de façon productive. Donc, on a un sol avec des terroirs qui permettent d'avoir une production diversifiée à toutes les saisons de l'année, 12 mois sur 12. Par conséquent, nous ne devons pas avoir de problème alimentaire. Ensuite, on n'a pas un territoire qui est immense, donc on a des possibilités d'acheminer une production agricole sans qu'elle passe nécessairement par l'agrotransformation.
Parce que ce qui est mauvais pour l'alimentation, ce sont les produits raffinés et pas les produits naturels. Donc on a cette possibilité de nourrir au quotidien notre population et d'acheminer les productions sur des marchés de proximité à toute période de l'année. Donc c'est cette question-là, à mon sens, qui est l'enjeu stratégique. Et si justement nous avons cette paysannerie qui a des terres agricoles et que ces terres-là, on peut les mettre en culture et qu'elles en récupèrent, bien entendu, et nous aurons l'occasion dans une autre émission de parler du problème du foncier, parce qu'il y a environ 21 000 hectares de terre encore disponibles que nous pourrons récupérer au profit de l'agriculture, indépendamment de la sol contaminée par le chlordécone. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de mieux produire en Guadeloupe? Ce qui nous empêche de mieux produire, c'est d'abord une absence de politique publique, puisque à partir du moment où il n'y a pas une autorité politique guadeloupéenne qui met en place les dispositifs d'accompagnement de la profession, on ne peut pas évidemment avancer correctement. Donc les institutions politiques qui sont en place ne jouent pas véritablement le rôle du développement économique. Alors la question est de savoir quel choix faire. Est-ce se consacrer essentiellement aux cultures d'exportation qui sont nécessaires, ou est-ce réorienter l'agriculture guadeloupéenne pour qu'elle redevienne une vraie agriculture paysanne capable de produire? Et à ce moment-là, cela demandera nécessairement un minimum de protection de notre marché. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, il y a une quantité de produits alimentaires qu'on trouve sur le marché qui viennent de l'importation et qui est de la mauvaise qualité. On prend le cas de l'igname de Costa Rica, par exemple. Par exemple, l'igname de Costa Rica. Les Costa Ricains font des ignames et des ananas qu'ils ne consomment pas et qui nous envoient ici. À très bas prix, d'ailleurs. À très bas prix. Et qui sont... Les cuisses de poulet aux hormones qu'on reçoit d'Europe, c'est des produits de dernière catégorie. Et c'est ce que la population consomme aujourd'hui et c'est ce qui génère des dépenses de santé considérables. Donc, vous n'avez qu'à voir devant les écoles le niveau d'obésité de nos enfants. Et vous revenez 20-30 ans en arrière, vous regardez la morphologie des Guadeloupéens, vous verrez que les choses ont complètement changé parce que justement, on mange en quantité, on ne mange pas en qualité, on mange n'importe quoi et on mange surtout ce qu'il ne faut pas manger. Alors, vous parlez aux Amouniens d'une volonté politique. On vient d'avoir 12 années, on va dire, de l'urélisme qui était lui-même, qui venait du milieu agricole, si je m'abuse. Monsieur Lurel a été... Il venait de la chambre. De la chambre d'agriculture. De la chambre d'agriculture. Effectivement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ces questions que vous évoquez sont à l'ordre du jour ou peuvent être à l'ordre du jour de la nouvelle gouvernance? Je pense que c'est une nécessité impérieuse. Si l'équipe en place veut avoir un minimum de crédibilité vis-à-vis de la population, je crois qu'elle doit s'atteler à la tâche immédiatement sur cette question qui me semble une question d'intérêt général. Il y va de l'avenir, il y va de l'avenir de la Guadeloupe. Donc on peut inverser la tendance On peut inverser la tendance. On peut encore, je dis encore. On dit sous peine. Oui. Parce que si on va plus loin, ce que vous dites, il y a cette fameuse, on en parle souvent, cette conquête du marché intérieur. On peut dire c'est un parallèle, enfin un complément de ce que vous dites. Si le marché intérieur était satisfait, ça voulait dire que l'autosuffisance serait en bonne voie. Bien entendu, c'est le marché. Nous devons conquérir notre marché intérieur, à la fois pour des raisons économiques, mais pour des raisons également sanitaires. Tout à fait. On ne peut pas laisser les choses en l'état. Tout le monde sait ce qui se passe et il ne faut pas s'attendre à ce que l'État français, qui est contrôlé, l'État français qui met en place une réglementation issue de l'Union européenne qui est elle-même contrôlée par les lobbies de la grande distribution et des firmes agrochimiques, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on s'en sorte. Autrement dit, c'est une affaire qui est strictement guadeloupéenne. On ne peut pas compter aujourd'hui sur l'État français pour inverser la tendance. Il appartient aux hommes politiques qui ont en charge ce pays
de montrer qu'ils sont vraiment des Guadeloupéens qui veulent l'intérêt du peuple guadeloupéen. Et ça, cette question-là, elle me semble être beaucoup plus importante que toutes les autres questions d'ordre institutionnel ou autre. Parce qu'on vous avait parlé tout à l'heure de Monsanto. Monsanto, peut-être faudrait-il expliquer aux Guadeloupéens ce qu'est cette firme multinationale qui... Enfin, Monsanto, c'est la principale firme multinationale qui empoisonne le monde, qui contrôle la recherche, oui, qui fait des manipulations génétiques, qui a un lobby important. Aucun expert européen n'est indépendant vis-à-vis de Monsanto. Les chercheurs indépendants qui sont financés sur des programmes publics, personne ne prend en considération leur point de vue. C'est le point de vue de ces institutions-là qui prédomine. Aujourd'hui, même l'État français ne finance pas sa propre recherche. La recherche publique, elle est la plus pauvre. Alors que la recherche financée par les groupes multinationaux qui contrôlent et qui ont un lobbying extrêmement important au niveau de la Commission européenne, l'Europe est contrôlée par ces gens-là. Donc ce n'est pas de là que nous devons attendre notre salut. Oui. Notre combat, nous devons le mener nous-mêmes, nous devons compter que sur nous-mêmes pour faire face à cette situation. Il y a possibilité que, par exemple, nous puissions nous-mêmes produire nos semences à partir des espèces endogènes. Mais il faut un minimum de financement public des collectivités, ne pas s'attendre à ce que l'État prenne en charge. L'État français ne s'intéresse pas au sort de la Guadeloupe. Ce qui intéresse l'État, c'est les intérêts de l'État et de l'Europe, et pas la Guadeloupe. Il faut que les Guadeloupéens le comprennent. Et que les collectivités qui ont en charge la destinée du pays, il faut qu'elles se montrent majeures. Et que les hommes politiques qui sont à la tête de ces collectivités ont l'opportunité de montrer que finalement ils sont en phase avec la réalité de leur propre pays. Ça veut dire que cette question qui est éminemment politique devra remonter là où elle doit. Absolument, absolument. Je pense à des syndicats comme l'UPG, l'Union des producteurs guadeloupéens, qui devraient aujourd'hui poser cette question-là à l'échelon supérieur de la responsabilité guadeloupéenne. Oui, au-delà des catégories professionnelles, au-delà des forces économiques, c'est la société civile. Ce sont les citoyens guadeloupéens qui doivent se mobiliser autour de cette question, puisqu'on a bien vu la problématique de la chlordécone. Oui. C'est la résultante de toute cette politique d'irresponsabilité vis-à-vis du pays. Donc, si on laisse continuer les choses, il y aura d'autres catastrophes naturelles qui vont alimentaires ou sanitaires qui vont encore venir handicaper le pays. C'est l'existence même du peuple guadeloupéen qui est menacée à travers cette histoire. Il faut que l'on comprenne qu'à partir du moment où un peuple ne peut pas se nourrir correctement à partir d'une production qui est issue de son terroir, c'est un peuple qui est en voie de disparition en tant que tel. Il faut qu'on le comprenne. Alors, il y a une autre dimension sur laquelle je voudrais que vous interveniez, c'est la dimension de l'importation. Parce qu'on a une balance commerciale en termes d'importation et d'exportation qui est totalement déficitaire. On fait entrer ici non seulement des produits je prends un exemple très simple, tout le monde sait qu'aujourd'hui la Dominique nous fournit. En agrumes, vous parlez de agrumes, la Dominique entre autres, mais aussi on voit des citrons sortir d'un peu partout. Alors, est-ce que cette question de l'import et de l'exportation ici ne se pose pas au-delà de ce que vous dites sur l'autosuffisance alimentaire? Oui, la question de l'importation, il n'est pas... on ne peut pas dire qu'on ne doit pas du tout importer. Non, pas toute la question est de savoir quoi importer, comment réglementer cette importation et comment la taxer pour qu'elle ne soit pas trop concurrentielle par rapport à votre propre production. Oui. Autrement dit, il ne s'agit pas de mettre un régime autarcique, ultra-protectionniste, mais il n'y a aucun pays au monde qui ne se développe sans un minimum de protectionnisme. Et le pays qui est le plus partisan du libre-échange, ce sont les États-Unis, c'est le pays qui est le plus protectionniste pour sa propre production. Oui. Donc, autrement dit, il faut se donner des outils. Les outils juridiques,
les outils douaniers, les outils politiques. Et là encore, on en revient à la question de l'autorité politique. Tout à fait. Est-ce que le chlordécone aujourd'hui ne nous empêche pas justement de produire des aliments de qualité et aussi ne va pas peut-être nous freiner dans l'importation demain? Le chlordécone, pour ce qui est de la Guadeloupe, et c'est cette chose que nous avons, c'est notre diversité de territoire. Oui. Contrairement à la Martinique, où pratiquement la plus grande partie du foncier est atteint par la chlordécone, ici, il s'agit uniquement du croissant qui va de Petit-Bourg jusqu'à Vieux Habitants. Okay? Donc, on a tout le reste de la Guadeloupe qui est disponible. Par ailleurs, sur les terres qui sont polluées par le chlordécone, il y a d'autres possibilités de développer certains types de cultures qui ne peuvent pas être contaminées par notamment l'arboriculture fruitière et même certaines autres cultures maraîchères. Donc il y a des possibilités. Donc on a encore cette chance-là de pouvoir développer la Guadeloupe. Par ailleurs, d'avoir, disons, une surface agricole utile disponible. Ensuite, nous avons des terres qui sont insuffisamment cultivées, qui sont autour de 15 à 20 000 hectares, qu'on peut encore récupérer et mettre à la disposition d'une agriculture. Donc, on a encore un potentiel qui peut nous permettre à la fois de produire pour nourrir notre population et même d'avoir des excédents que nous pouvons exporter soit directement, soit après agrotransformation. Alors justement, pourquoi on ne développe pas plus, là je pense aux fruits à pain qui remplacent du coup la pomme de terre, en plus qui n'est pas contaminée? Oui, mais là également c'est à la fois un problème d'éducation de la population que l'on doit mettre en place de manière à ce que nous apprenions à consommer les produits qui sont issus de notre terroir. Et ça, c'est le fruit à pain. Il n'y a pas que le fruit à pain. On a les mangues qui se gaspillent, on a les goyaves qu'on trouve au bord des routes, etc. Donc, qui sont autant de productions que nous n'utilisons pas parce que nous considérons que c'est des productions sauvages. Or, ce ne sont pas des productions sauvages, ce sont des productions que nos ancêtres ont développées. Et parce que si justement ils ont pu résister, c'est parce qu'ils avaient ces productions-là. Aujourd'hui, on nous fait croire que c'est la pomme France, que c'est la poire, etc., qui sont des produits qui ne viennent pas de chez nous. Or, ces produits-là n'ont pas les mêmes valeurs nutritives que les nôtres. Alors que nous avons des produits de qualité à proximité qui peuvent nous coûter beaucoup moins cher et que nous n'utilisons pas. Donc, c'est toute une éducation qu'il faut mettre à la base depuis la maternelle, depuis la naissance, etc. Si nos enfants mangent des petits pots dès leur naissance, avec des pommes, des coins, etc., évidemment, ils n'auront jamais le goût ni de l'icaque, ni de la goyave, ni du fruit à pain. Donc, c'est tout ce travail-là qu'il faut reprendre. Et ça, c'est l'école, c'est la famille, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est tout un travail de fond qu'il faut faire véritablement pour réhabiliter le pays et réhabiliter, disons, ses mœurs et ses habitudes. À ce propos, on voit très bien que dans les cantines scolaires, malheureusement, ce ne sont pas des produits guadeloupéens qui sont servis aux enfants. Et donc, le goût des produits guadeloupéens est perdu dès l'enfance, pratiquement ici. Absolument. Oui. Alors, autre question que je voulais aborder avec vous, vous avez évoqué la question de l'agroalimentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, l'agriculture guadeloupéenne doit aussi s'orienter ou pas vers l'agroalimentaire, c'est-à-dire les transformations? Je prends un exemple très simple et symptomatique, c'est les bananes séchées qui viennent de la Colombie le plus souvent. Est-ce normal d'un pays qui est producteur de bananes que les bananes séchées viennent de la Colombie? Moi, je dis, l'agrotransformation est nécessaire. Oui. Mais je pense que l'agrotransformation ne doit pas être la base de l'alimentation. La base de l'alimentation de l'individu le fruit naturel doit être le produit naturel. C'est nécessaire, c'est vrai, de développer un peu ce secteur-là, mais ce n'est pas sur ça qu'il faut compter pour nourrir sa population. Oui, d'accord. Alors, autre chose, les organismes, alors on parlait de la recherche, on a ici un IFAC, on a un INRA, alors ces organismes de recherche qui sont implantés ici, on a eu l'occasion de recevoir ici des chercheurs. Que dire des travaux qui sont faits? Est-ce que les travaux sont faits pour le plaisir et ça n'aboutit jamais, ce n'est pas de la recherche-action? Non, il y a des programmes de recherche qui sont financés
par des entreprises, puisque de toute façon... L'État ne suit pas. L'État ne finance pas la recherche au profit de l'intérêt général. L'État finance la recherche dans une certaine mesure et demande un partenariat. Puisque si on impose aux établissements de recherche ce qu'on appelle des contrats d'objectifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous donne un minimum de moyens pour fonctionner et le reste, vous allez le chercher sur le marché concurrentiel. Et le marché concurrentiel, ce sont les firmes. Donc les firmes financent des opérations. Par exemple, il m'est arrivé de découvrir un jour, dans un voyage aux Philippines, une variété de cannes produites en Guadeloupe et que je n'ai jamais vue en Guadeloupe. Oui, c'est le comble. C'est le comble, ça. Hein? Voilà. Donc pourquoi? Parce que la firme américaine avait commandé cette recherche et l'organisme de recherche avait travaillé sur ce produit, sur cette espèce, et qui a vendu et qui a été utilisé. Par exemple, sur les variétés de tomates qu'on retrouve, qui sont vendues ici, les semences. Les recherches sont faites ici, mais sont financées par qui? Par des firmes françaises qui les revendent sur le marché international. Autrement dit, c'est vrai qu'il y a de temps en temps des petits programmes de recherche qui profitent directement lorsque les collectivités mettent un petit peu d'argent, mais pour le reste, les organismes de recherche qui sont ici ne travaillent pas nécessairement au développement de la Guadeloupe. Alors, il faut qu'on le comprenne. On prend le cas de la pomme patate, vous avez entendu, il y a quelques années que ça avait été... Oui, mais ça a été abandonné. Oui, justement. Ça ne s'est pas allé très loin. Par contre, ça se développe dans d'autres pays. Oui, c'est incroyable ça. Non, mais ce que vous dites alors. Donc, la question, elle est essentiellement politique. Alors, question quand même pour le... J'ai envie de dire pour le Guadeloupéen lambda, la Guadeloupe pourra-t-elle un jour s'autosuffire vraiment? Vraiment, c'est-à-dire que si le port est fermé, l'aéroport est fermé, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà des petites expériences. Hein. On a vu en 2009, les gens n'ont pas crevé de faim pendant 40 jours. Bon, mais ça veut dire que c'est possible. Mais ça ne peut pas se faire spontanément. C'est quelque chose qui doit se préparer, qui doit se planifier, qui doit s'organiser à travers, disons, une vision prospective sur 30-40 ans, sur ce que doit être le développement économique de la Guadeloupe, sur ce que doit être l'aménagement de son territoire. Et ça, c'est cette démarche prospective. Jusqu'à présent, je n'ai pas connu, depuis mon existence, d'institutions politiques ou d'hommes politiques qui ont eu à ce jour cette vision. Ça veut dire que c'est peut-être l'avant-dernière question. Est-ce que cette réflexion que vous proposez, est-ce qu'elle commence déjà à prendre corps et à remonter la voie de droit? Est-ce que nos chercheurs, nos paysans guadeloupéens sont aujourd'hui en mesure de... j'ai envie de dire, ne pas faire comme les Bretons, aller mettre des tracteurs dans toutes les routes. Mais enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, puisque je crois que la nouvelle génération, les producteurs agricoles, il y a de plus en plus de Guadeloupéens, de chercheurs, de scientifiques, etc. Il y a une mobilisation citoyenne. Et je crois qu'un des éléments déclencheurs, ça a été notamment la prise de conscience autour de la question de la chlordécone. Et je crois que la société civile guadeloupéenne est en train de se mobiliser autour de cette question-là. Donc il y a de l'espoir. Donc pourvu que les politiques suivent, mais de toute façon, ils n'ont pas tellement le choix. Ils n'ont pas le choix et la revendication va arriver jusqu'à en tout cas, c'est ce qu'on espère. En tout cas, M. Mounier, merci de votre éclairage, de votre décryptage qui est toujours d'une parfaite cohérence et très important pour nos téléspectateurs. On vous retrouve dans quelques semaines, pas assez souvent. Juste un dernier mot. Alors, on parlera du foncier. Juste un petit mot quand même sur ce qu'on va dire sur la question du foncier. Comment on va l'aborder cette question dans quelques semaines? Quel est l'état de la Guadeloupe aujourd'hui du point de vue du foncier? Sa superficie agricole, qui possède les terres, comment elles sont réparties et est-ce que nous avons suffisamment de terres agricoles pour développer le pays? Voilà. Ce sont ces questions-là qui viendront sur le terrain. Alors, et comment faire pour les protéger face à
au développement d'une sorte d'urbanisation sauvage. Tout à fait. Voilà. Si vous avez raté cet entretien de qualité, je vous rappelle que vous pouvez le revoir ce soir à partir de minuit ou demain matin à partir de 6h ou alors simplement sur le site zcl.tv. Je vous remercie aux Mounien. On va prendre une pause publicitaire et on va retrouver tout de suite après Jessie pour le journal et nos invités qui sont déjà là. Ok, c'est moi qui vous remercie. Euh, 13h06 dans le ZCL avant de recevoir notre invité, le producteur documentariste Berthélémy Fougias. On va d'abord jeter un œil sur l'actu avec Jessie. Rebonjour Jessie, déjà 13h06. Et les gens sont en train de déjeuner, donc de bonnes nouvelles pour le déjeuner. Et comme je vous l'ai annoncé donc tout à l'heure, samedi dernier, l'association contre le silence et l'oubli organisait un point d'information à Pointe-à-Pitre. Cette action avait pour but d'informer la population sur l'objet de l'association et ses avancées, ainsi que récolter des fonds. On rappelle que l'association a pris naissance suite à la mobilisation en novembre dernier autour du cimetière d'esclaves découvert sur la plage de Raisin-Clair dans la commune de Saint-François. Préserver les lieux de mémoire en Guadeloupe, c'est un combat avant tout citoyen. C'était le but de leur action samedi matin. Reportage tout de suite avec Olivier Moradel. Alors, l'objectif aujourd'hui là, c'est de montrer aux populations Guadeloupe que nous là, nous présents, que nous créons l'association nous quelques temps et d'informer ça nous qu'a fait. D'accord? Donc, je dis là, nous présents piétonnes là, quasiment toute journée là, c'est pour informer les gens que par rapport à Saint-François, c'est pas normal ça qui est passé en Guadeloupe et qu'il faut nous mobiliser nous au niveau à plage à Raisin-Clair. D'accord, appliquer le premier qui était là le 11 novembre, c'est que nous rassemblions en bas là et c'était des eaux qui étaient dans les plages et tout le monde tenait accès à ces eaux là, il faut pas pour protection au niveau à ça. Donc nous dit c'est pas normal et nous montons l'association pour justement protéger ce là ça. Donc aïe devant cette institution là. Moi, je dis qu'est-ce qui a passé concrètement au niveau de cette là ça et je dis là nous là pour y en avec la population Guadeloupe par rapport à ça. C'est-à-dire que là dans un pays où là où savent que c'est moun même qui a tourné droit à l'histoire, donc forcément les pouvoirs publics pas qu'à faire rien non plus pour protéger comme ça qu'a fait d'autres côtés, différents côtés, les différents sites. Ça inadmissible et ça pas qu'à faire dans un bon pays, ça peut faire dans un bon pays civilisé entre guillemets que moun qui a marché en les eaux à son plage, et ils savent bien qu'elles sont cimetière esclave qu'il a. Pour côté, en pas qu'à ça qui est fait. Nous, les Guadeloupéens qui est inconscient, insouciant, pas savent qui j'en vous dis ça, mais sinon, nous tous, nous avons lever contre ça. Nous avons marché cette histoire en nous, nous avons aidé les gens à marcher cette histoire en nous. Donc, en cas de moins, il est pour nous-mêmes occuper des affaires en nous. Et c'est pour ça que nous montons l'association là. Nous sommes descendants d'esclaves, nous sommes afro-descendants et on ne peut tolérer que nos ancêtres, que les ossements de nos ancêtres et de façon plus générale, nos ancêtres eux-mêmes soient traités de cette façon. Et même dans le cadre simplement, je dirais, d'une spiritualité, on sait très bien que c'est quelque chose qui ne va pas et qui est malsaine. Donc c'est normal que nous tous, nous nous mobilisions, quel que soit notre degré de mobilisation, ne serait-ce qu'en parler en famille, qu'en parler entre amis, pour que les choses bougent, pour que ces personnes aient une sépulture qui soit décente. Et ça rejoint de toute façon tous les soucis que nous avons en termes de mémoire et de respect de la personne humaine, en particulier guadeloupéenne. Et toujours dans le milieu associatif, l'association Les Cuisinières de la Guadeloupe fête ses 100 ans cette année. Du délicieux fricassé de lambis à la majestueuse robe à corps, cette association œuvre depuis 1916 pour le maintien de la tradition culinaire et vestimentaire de la Guadeloupe. Pour célébrer leur centenaire, Les Cuisinières vous proposent du 15 au 28 février au Centre culturel Rémy Souta une exposition retraçant leur parcours. Reportage tout de suite avec Daryl. Nous faisons une exposition des 100 ans de l'association des cuisinières, c'est-à-dire de 1916 à 2016, qui nous donne un siècle de vie,
de plaisir, de tristesse et de joie. L'association a commencé par une petite mutuelle qu'on appelait Tontine, ce qui veut dire qu'avant c'était des personnes d'un certain âge, c'était des femmes qui travaillaient chez les gens qu'on appelait les béquets, et on les appelait, ils avaient le surnom de bonne à madame. Et une année, ils ont perdu une dame avait perdu son époux, et n'ayant pas les moyens de faire un enterrement décent à son mari, donc ses amis l'ont aidé, et depuis ils ont décidé de faire une tontine. Aujourd'hui nous avons 100 ans, donc nous avons voulu retracer tout ce centenaire depuis le début jusqu'à nos jours. Donc nous avons exposé des robes, et à travers toutes les scénettes avec des objets anciens, on a voulu revivre un peu ce temps-là. Donc on voudrait retrouver des robes, les raisons pour lesquelles cette société a été créée, et à travers tout ça, le nombre des présidentes qui sont passées avec les robes, avec un peu de tout, des vêtements, des chaudières, de tout. Il n'y a pas de cuisinière sans chaudière, donc on a les chaudières, on a les canaries. On a fait un tour à travers le temps. L'événement aujourd'hui, c'est le démarrage de notre centenaire. Donc on a voulu justement passer ce message pour que les gens puissent voir comment on vivait avant, se comportaient nos grands-mères. On ne peut pas partir sans laisser trace à la nouvelle génération surtout. Donc on est ouverte l'exposition est ouverte aux scolaires, donc à qui on fera les explications, qui verront comment nous fonctionnons, les robes, qui verront pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc on est là pour leur donner les directives et pour ne pas oublier. Et il est donc 13h12 et on reçoit Danick aujourd'hui Barthélémy Fougéa. Oui, qui est producteur et aussi documentariste, et qui a mis en chantier des dizaines de documentaires sur le titre Sur le chemin de l'école, de la Malaisie, Madagascar, le Vietnam, et peut-être pas encore la Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. Vous vouliez un jour faire le chemin de l'école en Guadeloupe? J'adorerais faire un chemin de l'école en Guadeloupe. J'ai un peu commencé à chercher et activer mes contacts guadeloupéens, mais je me suis aperçu d'une bonne chose, c'est que l'accès à l'éducation en Guadeloupe, il est assez excellent. En fait, il y a peu d'histoires extraordinaires d'enfants qui prennent des chemins invraisemblables, ce qui est un peu le thème de la série. Donc en même temps, il y a un accès à l'éducation très fort en Guadeloupe, ce qui est une bonne chose. En même temps, j'ai du mal à trouver une histoire. Ça, je préfère que ce soit dans ce sens-là. Vous ne voulez pas créer l'histoire, vous voulez que l'histoire soit elle-même réaliste, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est du documentaire, et puis surtout, c'est la motivation généralement des enfants dans le monde à pouvoir accéder à l'éducation, parce que l'éducation va changer leur vie. Et donc, c'est des enfants qui vont avoir entre 2 heures, 5 heures de trajet dans des conditions extrêmement difficiles. C'était le cas ici il y a 50 ans. Hein. Bien sûr, mais c'était le cas en France il y a 50 ans aussi. En fait, je pense que c'est des questions générationnelles, et c'est une bonne nouvelle qu'on ait réglé le problème de l'accès à l'éducation, mais il y a plein d'endroits dans le monde où c'est extrêmement difficile pour les enfants d'accéder. Alors, sur ce chemin de l'école que vous avez fait de par le monde, qu'est-ce que vous avez appris? Alors j'ai appris d'abord au fur et à mesure que je fabriquais ces films. D'abord j'ai pris des grandes claques, parce que ces enfants m'ont tous donné des grandes claques personnelles dans la vie. Ensuite on s'est aperçu d'un truc, c'est que les enfants qu'on choisissait en général étaient souvent la première génération à aller à l'école. Donc c'était des premières générations pour partir à l'école, et que finalement est en train de changer fondamentalement aujourd'hui dans le monde l'accès à l'éducation, et notamment beaucoup des peuples nomades. Quand on voyageait il y a 30 ans chez les peuples nomades, ils nous disaient l'école, c'est la sédentarisation, c'est la fin de notre culture. Aujourd'hui, ces mêmes peuples qu'on rencontre disent nos enfants doivent aller à l'école, ils doivent s'instruire, on est dans un monde de mondialisation, il est important qu'ils accèdent à cette information-là. Donc il y a un vrai changement, en tout cas dans le monde, sur la vision de l'accès à l'éducation. Donc ça veut dire que l'école ne détruit pas la société, quoi, en fait? Non, je pense qu'elle construit la société de demain. On dit que c'est le meilleur outil pour dessiner le futur. À eux de dessiner les enfants. Alors vous faites partie du jury documentaire pour le FEMI 2016, qui, on rappelle, le thème c'est la Chine. Que pensez-vous justement du marché de l'audiovisuel en Chine?
Alors le marché de l'audiovisuel en Chine, c'est une folie incroyable, j'y vais beaucoup. J'ai engagé d'ailleurs sur le chemin de l'école une coproduction avec la Chine, où ils vont fabriquer un certain nombre d'épisodes dans la Chine. Mais surtout, le marché a complètement explosé depuis 3 ans. Rien que cette année, ils ont construit 23 500 nouvelles salles de cinéma. Vous l'expliquez comment ça, justement? Alors c'est un principe immobilier, c'est-à-dire qu'il y a des programmes immobiliers. Il existe en Chine une nécessité ou une loi, en fait, qui fait que quand on construit un programme immobilier, on a obligation de construire un endroit de culture. Donc ça peut être salle de concert, salle de théâtre, cinéma, etc. Ils se sont aperçus que le cinéma était un rendement économique très très fort, donc ils construisent tous des cinémas. Mais la Chine est un pays fascinant de sujets, fascinant de savoir-faire dans ce métier. Et il y a aujourd'hui des opportunités absolument incroyables à développer. C'est le 2e marché du cinéma du monde, quand même. Donc États-Unis d'abord, ensuite Chine, ensuite Inde. Et c'est effectivement un très grand marché. Je pense qu'il faut qu'on construise des états de confiance avec ces gens-là parce que c'est pas facile au début. Mais plus ça va, plus il y a de projets à créer et plus il y a de choses à faire en collaboration avec eux. Alors, si on revient sur le chemin de l'école, quelle différence vous faites par exemple entre le chemin de l'école d'un pays comme le Mali et le Vietnam par exemple, qui sont un pays africain, un pays de l'Asie? Alors nous, on prend toujours le point de vue des enfants, et c'est vraiment par ce biais-là qu'on attaque les documentaires. C'est qu'est-ce que ça représente pour cet enfant en particulier qu'on va tourner, d'aller sur le chemin de l'école, d'aller à l'école, de rêver en fait son futur, de rêver son avenir. Et c'est vraiment le chemin comme le chemin physique, mais c'est aussi le chemin intérieur que va faire cet enfant, de pouvoir se projeter dans le futur. C'est là-dessus qu'on travaille énormément avec les enfants. On s'aperçoit que les rêves sont assez communs, que ce soit du Mali au Vietnam. Les règles sont différentes suivant les enfants, que ce soit les pays sont tous différents. Il n'y a pas l'école obligatoire dans tous les pays, il y a des écoles publiques, il y a des écoles privées. C'est pas toujours le même combat, mais en tout cas c'est toujours le même rêve. Donc, il y a une problématique qui est apparue dans le cinéma documentaire français depuis quelques années. On a beaucoup traité de l'école aussi. Alors, est-ce qu'un jour, vous aussi, vous allez porter votre touche, votre regard sur l'école? Parce qu'on a vu les écoles de banlieue, je ne me souviens plus du nom des films, mais j'ai vu au moins 2 ou 3 films récents. Oui, Entre les murs. Voilà, Entre les murs, voilà. Sur les questions de l'école, parce qu'on se rend compte que l'école dans la société, est incontournable. Et aujourd'hui, en France, particulièrement dans les banlieues, la situation n'est pas toujours très brillante pour les enseignants ni pour les enseignés. Alors je posais la question à savoir est-ce qu'un jour vous poserez votre regard sur l'école telle qu'elle fonctionne dans la société française aujourd'hui? Oui, alors c'est un sujet qui me fascine profondément, effectivement. Il est compliqué. Il y avait un Anglais qui disait une phrase assez étonnante. Il disait, si quelqu'un s'était endormi pendant 50 ans et se réveillait aujourd'hui, qui voyait les moyens de transport qui ont changé depuis 5 ans, il serait complètement halluciné. S'il voyait les moyens faits en médecine, il serait complètement halluciné. S'il voyait les moyens faits en communication, il n'en reviendrait pas. Mais s'il retournerait à l'école, il serait aperçu que ça n'a pas changé. Je pense qu'effectivement, il y a à la base, l'école doit changer parce que le monde change. Et qu'aujourd'hui, l'école, c'est vraiment cet outil qui fabrique demain, qui fabrique nos sociétés, nos rêves, nos enfants dans leur avenir. Je suis assez optimiste, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire. Donc oui, je vais pouvoir m'atteler à ce problème si je peux, parce que je n'ai pas obligatoirement les compétences universitaires pour ça. Mais et ce ne sera pas le même regard de toute manière d'une société développée que d'un pays dit entre guillemets dit du tiers-monde. Oui, et en même temps, je pense que le grand défi de demain, c'est un défi de l'humanité, donc je pense qu'il faut qu'on apprenne à le développer ensemble. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Votre film sera visionné dans le cadre du FEMI, je crois, sur le chemin de l'école. Sur le chemin de l'école est disponible, sur le FEMI, je ne connais pas exactement la date de diffusion, mais... J'encourage les enseignants, et pas seulement, à voir ce documentaire sur le chemin de l'école, qui est sorti, on l'a dit, en août 2013, et vous êtes, comme disais-je ici, au jury, vous allez être impitoyable?
Non, c'est extraordinaire, c'est un lieu d'échange fantastique et c'est marrant parce que je posais la question à un élève de BTS qui avait fait un court-métrage sur BTS Pointe-Noire, qui avait fait un court-métrage sur le festival de Trinidad et Tobago. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que ça a changé pour toi de faire ce documentaire-là? Et il m'a répondu, je pensais que pour faire des films, il fallait que je m'adresse soit à la France, soit aux États-Unis. Aujourd'hui, je prends conscience que la Caraïbe est probablement notre terrain de jeu. Et je trouve ça fantastique d'entendre des choses comme ça. Et il faut rappeler que le documentaire sur Trinidad, vous l'avez présenté au précédent FEMI, avait remporté un prix. Oui, il avait remporté le prix du jury. Et c'est la raison pour laquelle on vous retrouve ici. En tout cas, merci. Quels sont les critères de sélection? Alors, on va être briefé justement début d'après-midi sur les critères de sélection du jugement, mais en général, dans le fond, il est d'encourager. Donc d'encourager soit un travail bien fait, soit une promesse, soit etc. Recevoir un prix, il faut savoir que pour nous, producteurs, recevoir un prix ne change pas fondamentalement le film qu'on a fait, mais change surtout le prochain film qu'on va faire. Oui, d'accord. Et ça sert parce que, surtout pour trouver des financements. Voilà. Bien sûr, c'est important. Merci Barthélémy d'être venu ici. On ne va pas quitter le cinéma, puisque tout à l'heure on va recevoir Firmin Richard, qui est actrice, mais pas pour parler de cinéma, soit pour parler de gospel. Pour l'instant, il est 13h12, on continue avec JC sur le journal. Et donc on continue, mais côté sport, le rallye Aïcha des Gazelles est un rallye qui a lieu chaque année dans le désert sud marocain. Il faut effectuer un parcours de 2500 km en 8 jours aux commandes d'un 4x4 et cela sans GPS. C'est le challenge que relèveront Ambre et Fanny qui du 23 au 31 mars représenteront donc la Guadeloupe lors de cette aventure sportive. Ce rallye 100% féminin regroupe plus de 30 nationalités et est organisé au Maroc. Nous sommes allés à la rencontre de ces deux challengeuses vendredi dernier. Reportage avec Charlie Dagonia. C'est un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, il va falloir qu'on communique différemment. Et puis, j'ai trouvé un outil de communication qui était très sympa, qui était le rallye des gazelles et qui permettait de pouvoir communiquer à l'extérieur de la Guadeloupe, donc faire quelque chose de local, faire quelque chose de national et faire une communication internationale en déplaçant le véhicule jusqu'au Maroc. Alors, préparation sportive, donc avec un coach sportif, préparation aussi alimentaire. Et presque. On a un peu de difficulté. Voilà, un petit peu de difficulté, mais on se prépare aussi parce qu'on a besoin. Oui. Et puis préparation, navigation et conduite, et voilà. Tout ça. On a de la chance d'avoir des partenaires en fait qui nous ont suivis et qui ont une salle de sport. On a des coachs. On a aussi une personne qui fait de la navigation qui s'appelle Luc Coquelin, qui est notre parrain et qui nous a permis vraiment de pouvoir trouver les bons caps pour mettre sur la carte et pour qu'on puisse réussir notre aventure. Un sentiment de découvrir quelque chose encore de nouveau dans la navigation, parce qu'il s'agit bien de navigation dans le désert, mais en fait on a quand même les mêmes problématiques que sur la mer. C'est un milieu d'isolement, il ne faut pas se perdre, d'autant plus que là le rallye des gazelles se fait sans GPS. Donc on revient finalement à des méthodes traditionnelles de navigation avec lesquelles moi j'ai beaucoup navigué, j'ai une expérience là-dessus et j'avais envie de transmettre cette expérience de façon à ce qu'elles trouvent leur chemin dans le sable. Alors ça s'est fait avec Luc Coquelin, justement, notre partenaire, et aussi au Maroc quand on est parti. On a appris à lire des cartes, à prendre des caps avec ça là, avec un compas, à retranscrire ça sur une carte pour pouvoir faire le chemin le plus court, puisqu'en fait le rallye des gazelles c'est le chemin le plus court. Voilà. Dire que déjà par mon expérience du sport automobile, des sports mécaniques, j'ai eu Fanny, on est vraiment entré en symbiose où on a fait cette collaboration pour arriver à ce projet et qu'il puisse se réaliser. C'est pas que du pilotage, c'est pas que de la maîtrise de véhicule, c'est de l'orientation. Et ça, je pense que en plus du travail que nous avons effectué, elles ont été obligées de partir au Maroc pour vraiment faire du repérage, pour se familiariser avec le terrain. Et aujourd'hui, je pense qu'elles sont fin prêtes pour pouvoir réaliser, en tout cas, ce projet et atteindre l'objectif. C'est la première fois qu'un équipage représente la Guadeloupe et la Martinique pour une course qui est relativement connue, hein, puisque le rallye des gazelles, c'est vraiment une course qui
qui dure depuis un certain temps. Et lorsqu'elles sont venues nous voir pour nous demander est-ce que nous étions prêts à participer, à les accompagner, c'est naturellement qu'on a répondu OK et nous espérons qu'elles vont faire une très belle course. Combien de jours? 9 jours dans le désert. Oui. Voilà. Et puis après, en tout, 15 jours. Voilà, parce qu'en fait, il faut descendre dans le désert et c'est ce qui est le plus long. C'est-à-dire qu'on a 2500 km de parcours et de course, mais nous avons 3500 km à faire avant, puisqu'il faut descendre le véhicule jusqu'à Erfoud. Voilà. « 13h24 dans le ZCL de ce lundi 22 février avec Jessie, mais aussi avec Firmin Richard qui nous a fait l'honneur et l'avantage de passer rapidement vers nous parce qu'elle prend l'avion dans quelques heures. Bonjour Firmin. Bonjour. Firmin, on ne parle pas de cinéma aujourd'hui, pas vraiment. On peut aussi. On peut aussi. Mais enfin, on parle d'abord de Gospel sur la colline. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet? En fait, Gospel sur la colline, c'est une comédie musicale que j'ai joué, que j'ai eu le bonheur de jouer effectivement pendant 2 mois au Folies Bergères. Et c'est une comédie musicale qui a été créée par un Guadeloupéen, Benjamin Faléras. Tout à fait. Ça faisait au moins 10 ans qu'il créait ce projet et puis ça a vu le jour vraiment en 2014. Qu'est-ce que je raconte? Là en 2015, mais en 2012 déjà il avait fait un showcase de ce gospel sur la colline pour faire venir effectivement des investisseurs et autres. Et donc ça a été un projet autour je dirais avec beaucoup de gens. Ça s'appelle Gospel sur la colline parce qu'il s'agit d'une église qui va être reconstruit quand les révérends qui décident, ça se passe déjà en Nouvelle-Orléans, sur une église que le révérend veut déplacer, qui est dans un quartier qu'il trouve malfamé, donc il voudrait mettre son église sur une colline. Et donc la communauté est plus ou moins divisée, ceux qui sont contre, ceux qui sont pour. Et donc il y a la vie dans cette communauté. Et j'en fais partie, mais en même temps, dans cette comédie musicale, je suis la narratrice. Ah, carrément. Donc vous ne chantez pas? Ah, on va pas chanter. Ah, on va chanter. Ah, c'est là qui va chanter là. Mais il y a de très très belles voix dans Gospel sur la colline. J'ai comme antagoniste, moi je suis sœur Rebecca, j'ai comme antagoniste Dominique Magloire qui est sœur Sarah, donc une bisbille entre nous. Nous avons des enfants toutes les deux qui s'aiment et nous sommes en guerre. Donc j'ai un grand-fils qui s'appelle John, qui est joué par Jean-Luc Guizon, que les gens ont découvert dans la Saracte, et qui a fait aussi Le Roi Lion. Bon, tout le monde connaît Dominique Magloire ici, qu'on a découvert aussi dans... Vous avez dans The Voice. Voilà. The Voice, bien sûr. Mais alors, Firmin, ce spectacle Gospel sur la colline, nous que voyons en Guadeloupe. Ben oui, alors justement, nous venons là pour ça. Je suis là pour amorcer effectivement la promo. Benjamin et son producteur exécutif Joe Dunoyer sont ici aussi pour rencontrer effectivement les institutions et les partenaires, et moi et nous faisons un peu de promo parce que Gospel sur la colline fera l'ouverture de la commémoration de Fort en famille. Oui, ça c'est en mai, c'est au mois de mai. Au mois de mai. D'accord, comme chaque année. Donc le 26 mai, nous serons au Fort d'Elgrès et nous aurons 2 représentations aussi au Palais des Sports du Gosier les 27 et 28 mai. Voilà, alors j'allais intervenir pour dire, porter science à ce spectacle. Alors, ce spectacle qui dure combien de temps? 2 heures et 20 minutes d'entracte. D'accord. Alors, Firmin, on ne peut pas ne pas parler un petit peu de cinéma. On vous voit souvent au cinéma, dans des séries. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme dans l'air ces jours-ci? Bon, il n'y a pas grand-chose. Bon. Pas grand-chose, pour l'instant. Je suis un projet, mais je n'en parle pas. D'accord, on le zappe. Nous va zapper. Mais là, en ce moment, là, ça va être la semaine prochaine, la sortie du film de Lucien Jean-Baptiste, ça fait la semaine prochaine. Le film sort le 9 mars. La première, à Paris. Oui. Bon. Pourquoi vous venez présenter ici? Si on dit de moi, si la production le dit. Non, mais si ça dépend effectivement de ceux qui achètent le film, donc ils font la promotion, ils peuvent faire venir Lucien et son partenaire principal, parce que c'est une histoire entre
une belle histoire aussi de rêve, aller au bout de ses rêves. Et donc sur l'affiche, on le voit avec son coéquipier, effectivement. Ça parle justement de spectacle vivant, un gars qui a envie d'être comédien et tout ce qu'il vit, et finalement il arrive quand même à le faire. Et sa mère, que je campe encore, est aussi là, donc comme sont les mères antillaises, quoi. Qui après plus ou moins, mais finalement, quand la chose se fait, elle est bien fière de son fils. Et donc, on est plongé dans le FEMI 2016, donc cette semaine. Quel est votre avis sur cette nouvelle édition? Alors, personnellement, comme j'étais là, j'ai assisté à l'inauguration. Je sais que cette année, c'est la Chine qui est le pays mis à l'honneur. J'ai vu le film d'ouverture fait par le réalisateur Philippe Muil, oui, que je connais. Et j'ai trouvé le film très intéressant. Ouais. Et c'était assez intéressant. Je lui ai demandé, mais comment tu as eu l'idée d'aller travailler avec les Chinois? C'est un très beau film tourné en Chine et en chinois. J'ai trouvé très bien. Donc, oui, généralement, il y a une très belle programmation au FEMI. Donc, là, je pense que cette année, ça va être aussi le cas. Alors, FEMI, en général, chaque fois qu'un acteur ou un comédien guadeloupéen ou antillais qui vit là-bas vient ici, on nous pose toujours la question sur les minorités visibles. Est-ce que vous êtes toujours invisible là-bas? Mais nous avons pour nous, justement, pour nous être là pour nous et nous avons fait. Donc, arriver quand même la preuve, c'est que finalement, bon, quand il dit au gospel sur la colline, c'est 44 personnes sur scène et des afro-caribéens. Oui, mais ça, c'est production à nous-mêmes. Voilà, mais c'est obligé de faire. C'est ça le problème. Il faut nous initier parce qu'il faut nous attendre qu'ils viennent chercher nous, à pas obligé qu'ils fassent. C'est ça, Lucien fait, il fait la première étoile. Donc, il faut que ce soit nous-mêmes qui nous donnions les moyens. C'est vrai que le cinéma est très difficile de monter, de financer un film, mais on se donne des moyens et dès que l'occasion se présente, on le dit. Bon, mais c'est vrai, là, il y a eu la rébellion des acteurs américains contre les Oscars. Oui. Et tout le monde a téléphoné. Moi, parce qu'en France, quand nous avons pensé de ça. Justement, c'est ça qui a posé question. Non, mais arrêtez-moi de nous questionner ça, parce que nous avons fait débat, ça va changer. À part nous pour poser ces questions-là. Demandez ça aux autorités. Demandez aux autorités. Les gens, allez demander effectivement aux gens de chaîne, au président de chaîne, mais pourquoi il n'y a pas plus de... Et qu'est-ce que ça vous inspire? Il faudrait leur poser la question à eux pour qu'ils vous donnent une réponse et qu'on sache un peu ce qu'ils pensent. Parce qu'on nous interroge, nous. Mais ils disent toujours pareil, que ça ne va pas fonctionner, que le public, etc. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Et on leur a bien prouvé le contraire avec la première étoile. Oui, bien sûr. Qui est une histoire universelle, une histoire de Noirs, mais qui pouvait être aussi une histoire de Portugais ou de... Ça aurait pu être une famille portugaise, une famille espagnole qui vivent ce que nous avons vécu, nous. Tout à fait. Et qui intéressait tout le monde. On s'est rendu compte que ce film a intéressé les Blancs comme les Noirs. On a fait 1 million d'entrées, 1 700 000 entrées. Ce ne fut pas seulement des Noirs dans les salles. Et il y a beaucoup de films français, 100% blancs qui peuvent faire tout ça. Bon. Et c'est pour ça, mais en fait, un film dernièrement, là, j'ai fait le grand partage. Oui. Un film avec des Noirs aussi, d'Alexandra Leclerc. Oui. J'ai refusé de faire la promotion de ce film parce que l'affiche n'était que blanche, il n'y avait que des blancs. Tu as fait promotion là avec blanc là, avec ces blancs là. Et les gens ne se rendent pas compte. Tu mets une image. En plus, c'était une belle histoire. On parlait de partage. On l'a voté. Le 10 monde qui n'est grand case, il faut partager avec monde qui lui souhaite. Oui. Moi, je me trouvais à travailler chez les gens, il y aurait un carrément les gens qui décidaient qu'ils allaient loger moi. Donc c'est très intéressant, une belle histoire. Mais sous l'affiche, les Noirs ne se sont pas sentis concernés, ne sont certainement pas allés voir le film, puisqu'il n'y avait pas de visage de Noir sur le film. Donc nous en sommes là à nous battre contre ce genre de choses. Donc c'est un combat qui n'est pas terminé et qui est permanent. Permanent. Qui c'est aux Oscars, qui c'est aux victoires de la musique, c'est toujours même bien là. Toujours même bien là. Ouais. Et ok, voilà, dernière, la prochainement, là, qui c'est les Molières, ok, voilà, et c'est zappé, elle est toute tête qui est là, pour montrer qu'elle est une nègre. Mais c'est comme ça. Et là, on sait ça va être pareil. Je suis sûr qu'il y a beaucoup enfin, nous sommes éligibles pour les Molières. Oui. Les Molières, c'est au mois d'avril. D'accord. C'est au niveau du théâtre. Gospel est éligible. Il y a beaucoup voté. Moi, je vote pour les Molières, je ne vais pas pour les César. Ok, ouais. Mais à toutes ces manifestations, vous voyez, il faut chercher montrer que vous mettez diversité à vous devant. La mouche dans le bol de lait. La mouche dans le bol de lait.
Oui, mais c'est comme ça. Exactement. Bon. En tout cas, Firmin, merci. Alors, il faut nous rappeler que Gospel sous la colline, c'est que au mois de mai. Une belle comédie musicale avec de très belles voix, avec de très très belles chansons. Et avec Firmin Richard. Et aussi avec moi. Alors, je nomme quand même, effectivement, il y a Jean-Luc Guizon, il y a Dominique Magloire, il y a Manu Vence. C'est très 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 beau. Et ce sera donc au mois de mai. en plein air, ce sera gratuit, je pense, pour le 26 au Fort d'Elgrès et 27 et 28 mai au Palais des Sports du Gosier. Et on aura l'occasion de vous revoir ici pour venir parler de ça en direct avec des images. Merci. Ah, quand même que je dise une chose, il y a aussi un casting, parce qu'effectivement ils ont décidé de faire travailler des jeunes aussi, et un casting de 12 personnes qui viendront, chanteurs, danseurs, des jeunes chanteurs, danseurs, à partir de 16 ans, il n'y a pas la date limite, mais à partir de 16 ans, il y a un casting, les gens peuvent candidater déjà maintenant, je crois que ça s'arrête le 8 avril. Le Conseil général qui organise ça? C'est le Conseil général qui organise ça, effectivement, donc vous allez sur le site du Conseil général. Alors, si on a changé de tête, c'est Casting FAF 2016. Oui. Alors, FAF, c'est Fort en famille. Casting FAF 2016. Conseil général 97.1. Gmail.com. D'accord. Et un numéro de téléphone, c'est 0590 99 79 23. Pourquoi ça doit être comme ça? Collaborons toujours. Merci, merci d'être venu ici nous dire ça. Firmin, à bientôt. À bientôt. Et bon voyage. Merci. Et nous attendons pour la prochaine fois. Il est un peu plus de 13h35, vite la page de pub. Et on se retrouve pour la fin du journal. Et notre dernière invitée, Laura Mann, qui devrait être là tout à l'heure. Mais Jessie est toujours là. N'est-ce pas? Bien sûr, je suis toujours là. Bien sûr. OK. OK. Voilà, il est 13h41 comme prévu. On va parler de dates historiques, mais avant ça, je vous rappelle la sortie de cet ouvrage qui s'appelle Les Antilles et la Guyane en 65 dates. Ouvrage sorti aux éditions Caraïbes Éditions et on l'avait présenté il y a quelques semaines. C'était avec Laura Mann qui est là avec nous. Bonjour Laura. Bonjour Danick. Alors donc je vous ai demandé d'ouvrir votre ouvrage et de nous chercher des dates qui peuvent être intéressantes et de les développer. Alors aujourd'hui, de façon commune, on a choisi la date du 26 mai 1967 et beaucoup de Guadeloupéens connaissent, mais Jessie ne sait pas ce qui s'est passé en 67, elle n'était pas née. Alors, mais non, mais c'est pas né, Jessie. Laura Mann non plus, je pense. Non. Qu'elle n'était pas née en 67. Moi, j'étais né en 67, en tout cas. J'ai pas tout vécu parce que j'étais trop petit, mais je sais que j'étais né. Et donc, 67, Laura, ce 26 mai, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors moi, je vais partir en fait de mars. Après 68, puisqu'il y a 48 ans, jour pour jour, donc 19 février 1968, s'ouvrait le procès des 18 patriotes. Ce sont des jeunes Guadeloupéens, membres du GONG, du groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe, en fait, qui ont été réprimés policièrement et judiciairement. Alors, il faut dire que c'est une organisation qui réclamait l'indépendance de la Guadeloupe. Hein. Exactement, oui. Donc une organisation autonomiste. Indépendantiste. Indépendantiste. Oui. C'est vrai qu'il y a des nuances. Oui, il y a des nuances, oui. Donc voilà, ce sont des jeunes qui ont été pris comme les boucs émissaires en fait, du massacre de mai 67. Les images qui sont diffusées derrière vous sont éloquentes. Oui. En fait, de l'époque, c'est de l'époque, oui. Oui, d'époque. Ce sont des ouvriers du bâtiment qui réclamaient à l'époque une augmentation de salaire de 2,5%. Il semblerait que le patronat aurait lâché une phrase malheureuse, à savoir « quand les nègres auront faim, ils se remettront au travail ». Parce que la grève durait déjà depuis quelques semaines. La grève a commencé le 24 mai précisément, et le 26, ça part en vrille. Il y a Jacques Nestor,
qui est tué le premier. Ce n'est pas un hasard. Il faut savoir que Jacques Nestor est membre du GONG, que l'État colonial cherche à décapiter à tout prix. Il faut savoir que la Guadeloupe est perméable au mouvement de décolonisation et d'émancipation qui a lieu en fait tout autour, voilà, en Afrique et à côté dans les Antilles anglophones. Tout à fait. Donc du coup, en fait, ils font passer, ils cherchent à promouvoir une idéologie qui est tout à fait contraire aux intérêts de l'État colonial de l'époque. Donc du coup, on massacre. Donc ça a vraiment été une tuerie. Et on aimerait en fait aujourd'hui mettre en lumière en fait cette part sombre en fait de notre histoire. Alors dans votre ouvrage, vous avancez le chiffre 87 morts. Oui, c'est le chiffre officiel. C'est le chiffre officiel. Mais semble-t-il, il y aurait eu davantage que 87 personnes tuées, puisque certains historiens, certaines personnes annoncent même un chiffre d'une centaine de tués. Alors, à l'époque, les journaux ont fait état de 4 à 5 décès. Oui. Ce n'est qu'en 1985 qu'on nous a parlé en fait de ce chiffre de 87. Il semblerait qu'il y en ait plus. Donc on attend justement peut-être l'année prochaine en fait la levée du secret défense en fait arriver en fait au terme du délai maximal de 50 ans. C'est 50 ans, c'est ça? Oui. Plus 50, voilà en fait. On devrait avoir accès aux documents officiels. On devrait avoir accès en fait aux documents officiels qui permettront peut-être aux familles qui ont été endeuillées de porter ce deuil en fait de façon beaucoup plus digne et ça sera peut-être l'occasion aussi pour l'État qui a été dans cette affaire vraiment le plus froid des monstres froids en fait, pour reprendre l'expression de Nietzsche, tout simplement de reconnaître ce crime et peut-être de demander pardon. Oui. Alors, est-ce que ce sera fait? That is the question. En tout cas, cette période a été une période assez douloureuse, comme vous le dites, pour beaucoup de Guadeloupéens et de familles. Et semble-t-il, c'est un sociologue qui le disait, certaines familles ont préféré enfouir définitivement cette partie de leur vie, ne même pas revendiquer le décès ou la disparition de parents, parce que on le dit aussi, vous savez que ça se passe dans le périmètre de l'ancienne chambre de commerce de Pointe-à-Pitre, là où se trouve aujourd'hui le CTIJ de Pointe-à-Pitre, et semble-t-il les képis rouges, parce que c'était les soldats français, ont balancé des cadavres dans la Darse à Pointe-à-Pitre, ce qui explique un certain nombre de disparitions et qu'on ne retrouve pas dans les chiffres de l'état civil, c'est-à-dire qu'on va à la mairie de Pointe-à-Pitre, on ne retrouve pas le nom officiel des disparus. Alors, moi je vais vous poser une question d'ordre général, puisque on est encore à parler de cet ouvrage. Comment vous avez fait ce travail de recensement des dates des Antilles-Guyane en 365 dates? Comment vous avez travaillé? Écoutez, c'est un travail qui a été fait au fil de l'eau. Je n'ai pas décidé un matin de grouper 365 dates. Oui. À titre personnel, en fait, je notais sur un calepin quelques dates. Et il se trouve que Florent Charbonnier, l'éditeur, en fait, le directeur de la maison Caraïbes Éditions, a trouvé que c'était une bonne idée également. Donc voilà, on s'est retrouvés à deux, en fait, à porter le projet. D'accord. Et donc, vous épluchiez les journaux de l'époque, alors, vous recoupiez il y a les livres d'histoire, donc ceux qui sont connus, Auguste Lacour pour la Guadeloupe, pour l'histoire en fait qui était jusque-là en fait officielle. Oui. Et plein d'autres. Il y a aussi la bibliothèque Manioc qui est pas mal. En fait, c'est une bibliothèque qui est numérique, qui est sur le net, d'informations. Voilà, quand on cherche... Et le choix, Laura, le choix des dates? Il a fallu arbitrer. Oui, j'imagine. Il a fallu arbitrer. Vous aviez un trop-plein? Oui. Un trop-plein, non. On n'a jamais trop d'informations, mais ceci dit, avec Florent Charbonnier, on a choisi de mettre celles qui nous paraissaient les plus... importantes et plus significatives. Donc la date du 19 février, donc celle de l'ouverture du procès du GONG ou encore celle du 26 mai 1967 en font partie parce qu'elles nourrissent encore des revendications
politique. Alors on aurait pu faire le 14 février 52. Aussi. Oui, il y a eu un massacre aussi le 14 février, moins important, mais je lis très rapidement avant qu'on ne se quitte, sauf si vous avez une question à poser à Laura, peut-être. C'était personnellement, je voulais savoir d'où était venue cette envie justement de récupérer les dates importantes pour les Antilles-Guyane. Alors j'ai toujours aimé l'histoire, en fait, c'est une passion qui me vient peut-être de professeurs, ou peut-être tout simplement en fait, de mes parents qui ont des bouquins à la maison. D'accord. Ce sont des informations que j'aimais récolter et j'aime beaucoup partager. Donc, voilà. Bien, alors je reviens donc à ce que je disais sur le 14 février, puisque ça a été commémoré il y a à peine une semaine en Guadeloupe et en Martinique. Le 14 février n'est pas le jour de l'amour. En général, Jessie me parlait le 14 février de la Saint-Valentin. C'est bien ça, Jessie? Oui, il n'y a pas que la Saint-Valentin, puisqu'en 1952, au Moule, 14 ouvriers sont blessés et 4 tués par les CRS alors qu'ils dirigeaient un barrage visant à empêcher aux charrettes à Cannes à l'usine Gardel. Cet événement a pris le nom de massacre de la Saint-Valentin. Voilà en tout cas, dans ce petit ouvrage qui malheureusement, je l'ai toujours dit à Laura, manque d'images. C'est le seul défaut qu'on peut faire à votre ouvrage, c'est qu'il manque des images. En tout cas, cet ouvrage, il est indispensable à tout Guadeloupe, tout Martinique et tout Guyanais. Les Antilles. Il y en a quelques-unes quand même. Il y a des illustrations. Des illustrations, mais pas suffisamment peut-être. Sinon, il aurait fallu faire un livre. C'est un choix éditorial. C'est un choix éditorial. Voilà. Peut-être dans la nouvelle collection For Collector. En tout cas, on va vous retrouver très prochainement. Parce qu'il y a d'autres dates que vous avez retenues. Il y a d'autres dates. Il y a matière en fait à informer les Guadeloupéens. Je crois qu'on a pris rendez-vous avec Laura jusqu'en décembre l'année prochaine. Régulièrement, elle viendra nous présenter chaque fois une date avec quelquefois, quand l'opportunité se présente, des illustrations montrant un petit peu ce qui s'est passé. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie Laura d'être venue dans le direct de ZCL présenter mai 67, le 26 mai 67. Et on continue et on termine le journal avec la charmante Jessie qui va conclure en beauté, n'est-ce pas? Et samedi matin, la caserne de Saint-Claude proposait une première initiation sur le thème « Les gestes qui sauvent ». Alerter les secours, masser, poser un garrot ou encore traiter les hémorragies sont des gestes qui, au quotidien ou dans des situations de crise, peuvent permettre de sauver des vies. Reportage tout de suite avec Maxime Morel. Alors aujourd'hui je suis à la caserne de pompiers de Bastère et on a reçu aujourd'hui une formation de premier secours. Alors aujourd'hui, cette journée on a vu les premiers secours à faire aussi. Un individu tombe inconscient. Dans les cas où il respire et dans les cas où il ne respire plus. Et on a vu lorsqu'il est blessé les premiers gestes à faire et tout. Nous sommes donc dans l'organisation de cette journée d'initiation aux gestes qui sauvent, avec une soixantaine de personnes qui se sont manifestées pour justement participer à cette journée et améliorer leur connaissance des gestes à accomplir lors des situations d'urgence. Nous organisons cette manifestation sous l'égide de la préfecture et le lieutenant Pascal, qui est notre instructeur de secourisme, a coordonné l'ensemble de ce qu'il y avait à faire, en liaison avec notre partenaire SAMU, en liaison avec des associations de sécurité civile, et c'est donc une action particulièrement intéressante aujourd'hui et qui se reproduira dès la semaine prochaine sur un autre site. Alors cette initiative est une initiative au départ du ministre de l'Intérieur qui répond à une forte demande des Français, suite notamment aux attentats de novembre dernier. Cette demande correspond à une volonté de vouloir s'investir et de pouvoir répondre à des situations de crise, des situations urgentes. Ainsi, cette opération ce matin et celles qui suivront permettent à nos concitoyens d'être sensibilisés et éventuellement de poursuivre cet engagement par une formation plus approfondie vers des formations qualifiantes comme les premiers secours civiques de niveau 1 que beaucoup d'associations proposent de délivrer. C'est une initiative importante parce qu'elle démontre à la fois cette volonté qu'a la population de s'investir en complément des forces de sécurité, notamment des forces de sécurité civile, je pense aux pompiers, aux SAMU et aux associations de sécurité civile qui sont engagées en première ligne
en situation de crise et lors d'accidents majeurs. Mais la population a aussi un rôle à jouer et quand elle est présente sur les lieux d'un accident, sur les lieux d'une crise, elle peut, si elle est formée, si elle est préparée, pouvoir réagir en complément de l'action des spécialistes que je viens de citer. J'espère que cet engouement initial va pouvoir se poursuivre et va pouvoir se concrétiser à travers à la fois une participation tout aussi forte aux prochaines sessions d'information, mais surtout à travers l'engagement de chacun à poursuivre cette formation, comme je le disais, en s'inscrivant pour des formations qualifiantes, type premier secours civique, que beaucoup d'associations de sécurité civile proposent et dont les coordonnées sont disponibles sur le site internet de la préfecture. Et c'était un reportage non pas réalisé par Maxime Morel, mais par Jean-Luc Anani. Et on précise que d'autres sessions de formation seront également prévues ce samedi 27 février au centre commercial d'Esrilan à Bemao. Des stands de sensibilisation aux gestes de premier secours se tiendront donc dans la galerie marchande pour ceux et celles qui n'ont pas pu s'inscrire. 13h54 il est maintenant. Pardon ? Il est 13h54 ici. Oui, 13h54. Est-ce que j'ai le temps de dire une petite brève, brièvement la brève. Ça se fera vite. Alors, imaginez un parfum qui permettrait de vendre notre belle destination. Guadeloupe. Ça se fait, oui, Guadeloupe, mais bon, on va encore attendre que quelqu'un ait l'idée pour la Guadeloupe. Le défi il a été réalisé par l'île de St. Kitts l'année dernière. Donc, le ministère du Tourisme, en partenariat avec la société américaine Tommy Bahama, ont lancé une eau de Cologne St. Kitts pour hommes, puis ensuite pour la femme, avec des notes acidulées de citron, mandarine et carambole. Le produit a obtenu des critiques très positives donc, sur le web. Et une très forte campagne de communication commencera au deuxième trimestre 2016 pour cette eau de Cologne. On rappelle juste que Tommy Bahama est une marque de prêt-à-porter haut de gamme qui possède déjà 161 magasins et 16 restaurants dans 7 pays différents. Juste une question, Jessie. Est-ce que cette eau de Cologne, cette eau de toilette, on pourra la trouver un jour dans une box ? Dans une box, c'est à venir, on verra. On verra. J'en dis trop là déjà. D'accord, j'en dis trop. Bien, mais voilà, il est pratiquement 13h56. Le ZCL de ce jour est terminé. On remercie donc tous les gens qui collaborent régulièrement à cette session d'info. Et puis, on se retrouve demain à la même heure avec d'autres invités et un petit salut à notre ami Firmin Richard qui était là et qui a fait l'honneur d'être avec nous. Voilà. Jessie, on se retrouve demain ? Demain, même heure. Oui, je serai là demain. Vous êtes là demain. Bon, mais c'est tant mieux, ça me rassure. Allez, salut, merci, réalisation Yann, comme d'habitude. Et demain à 12h30, nous serons de retour avec vous.